Hello tout le monde. Aujourd'hui pour cette sixième partie, on va parler en fait des familles de vecteurs, notamment des différentes propriétés qui peuvent les décrire, à savoir le fait d'être génératrice, libre, liée ou encore constituer une base. Et on va parler par la même occasion pour la première fois de la notion de dimension, et ce qui va nous permettre de nous placer pour la suite de ce cursus sur la notion d'espace vectoriel de dimension finie. Alors, premier espace à considérer, étant donné un cas espace vectoriel E et A une partie non vide de E, on note HA l'espace des combinaisons linéaires finies d'éléments de A. Alors, la notation est un peu laborieuse, mais c'est vraiment juste ce que ça représente. Et en fait, eh bien, la proposition affirme que c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors, pour montrer ça, c'est assez classique. On va montrer qu'il est non vide, qu'il est stable par addition et qu'il est stable par multiplication externe. Alors, pour montrer qu'il est non vide, il faut revenir à la définition qu'on vient de voir sur l'ensemble HA. HA, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires finies, donc c'est des sommes qui sont indexées par des parties finies de l'ensemble des entiers naturels. Et parmi ces parties de l'ensemble des entiers naturels, il y a notamment l'ensemble vide. Et la somme indexée par l'ensemble vide, c'est par convention l'addition d'aucun élément. Donc si on n'additionne aucun élément, c'est qu'on est par convention sur l'élément neutre de notre espace vectoriel. Et donc HA contient 0E. Pour la stabilité par addition, on considère deux combinaisons linéaires finies qui sont dans HA. Et on va essayer en fait de concaténer ces deux sommes pour avoir un formalisme en une seule combinaison linéaire, en additionnant les deux. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on considère donc la somme de k égale 1 jusqu'à n plus m des mu kzk. Et mu kzk, c'est soit lambda k xk pour k égale 1 jusqu'à m, soit gamma k moins m y k moins m pour k égale m plus 1 jusqu'à m plus n. Et donc ça, en fait, c'est finalement les deux sommes mises bout à bout. Donc c'est notre manière de montrer qu'on peut écrire la somme de deux combinaisons linéaires finies comme une seule combinaison linéaire finie. Pour la stabilité par la multiplication externe, on considère donc une combinaison linéaire finie de HA et gamma un scalaire de K. Alors là, on va utiliser deux propriétés sur la loi externe que nous avons déjà vues au préalable, à savoir la distributivité selon la loi additive et la pseudo-associativité entre les scalaires. Alors, on va expliciter ça de suite. D'abord, on a la première égalité, c'est-à-dire le produit de gamma sur somme des lambda kxk. On utilise la distributivité pour dire que c'est en fait la somme de k égale 1 jusqu'à m des gamma fois lambda k xk. Et là, la pseudo-associativité nous permet de déplacer la parenthèse qui est sur lambda k xk sur gamma lambda k. Et finalement, pour chaque indice k allant de 1 jusqu'à m, le terme lambda k gamma, c'est une nouvelle constante qu'on pourrait renommer lambda prime k. Et on voit bien qu'on écrit encore une fois, on a le résultat de notre produit externe de gamma par cette somme comme une nouvelle combinaison linéaire finie d'éléments. Donc on a bien stabilité de HA pour le produit externe, et maintenant qu'on a vu, donc on a vérifié nos 3 points, on a bien un sous-espace vectoriel. Petite définition, on est toujours sur les mêmes éléments, donc on considère un K espace vectoriel E, et A une partie non vide de E. Alors on note vect de A le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant A au sens de l'inclusion. Alors je dis au sens de l'inclusion parce que si un autre sous-espace vectoriel de E, disons F, contient A, alors vect de A est inclus nécessairement dans F. C'est un argument vraiment de minimalité au sens ensembliste. Une autre définition, c'est que du coup, on dit qu'un sous-espace vectoriel
est engendré par une partie non vide A si f est inclus ou égal avec 2A. On dit aussi que A est une partie génératrice pour f. Donc retenez bien ces termes. F égale vect de A, ça veut dire que A engendre donc f, et donc on peut dire aussi A est une partie génératrice. Petite proposition immédiate pour faire le lien avec l'espace HA que nous avons vu juste avant. Alors, déjà, vect de A, c'est l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels qui contiennent A. Les sous-espaces vectoriels de E. Ici, j'ai appelé l'ensemble des SEV de E qui contiennent A, SA, pour ne pas avoir à répéter ce genre de phrase, c'est un petit peu laborieux à force. Et l'intersection, finalement, ça traduit la minimalité dont on vient de parler dans la définition. Et enfin, deuxième point de la proposition, vec de A, c'est en fait l'ensemble des combinaisons linéaires finies d'éléments de A. Alors on va de suite montrer ces deux points. Déjà pour le premier, il faut noter une chose, c'est que vect de A est dans l'ensemble SA. Parce que vect de A, c'est un sous-espace vectoriel qui contient, et c'est même le plus petit. C'est-à-dire qu'il est donc nécessairement inclus dans tous les sous-espaces vectoriels F de SA, y compris lui-même bien sûr, et donc il est inclus dans l'intersection. Maintenant pour le sens réciproque. On considère un élément X qui est donc dans l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels qui contiennent A, alors il est en particulier dans vect de A. Et donc finalement, on a l'inclusion réciproque, et on a bien l'égalité entre les deux ensembles. Pour le second point, la première chose à noter, c'est que HA, c'est un sous-espace vectoriel qui contient A. Donc il est dans SA, et par minimalité, vect de A est inclus dans HA. Dans l'autre sens, si on considère un élément X qui est combinaison linéaire finie d'éléments de A, alors, puisque A est inclus dans tous les sous-espaces vectoriels de SA, et que X est une somme de combinaisons linéaires en les éléments de A, X est dans chacun de ces sous-espaces vectoriels, puisque ces derniers ils sont stables par combinaison linéaire finie sur les éléments de A, notamment. Donc, HA, il est inclus dans tous les sous-espaces vectoriels qui contiennent A. Et donc, finalement, cette inclusion réciproque nous permet de dire que HA est égal à l'intersection des sous-espaces vectoriels qui contiennent A, et donc il est égal à vec de A. Alors, petite définition du coup maintenant qu'on a parlé de famille génératrice et d'une famille pouvant engendrer un espace vectoriel, eh bien c'est la notion de dimension. On va dire que E est de dimension finie si E admet une famille finie de vecteurs comme partie génératrice. Ce qui signifie qu'il existe donc n vecteurs, par exemple ici x1, xn de E, qui sont tels que E est égal à vec de x1, xn. Les conséquences de ça, c'est que tous les éléments de notre espace vectoriel E seront des combinaisons linéaires finies en les vecteurs x1, xn. Pas nécessairement tous, mais en tout cas, on ne pourra jamais avoir une autre combinaison linéaire que celle qui utilise ces n vecteurs. Et l'entier n est appelé dimension de l'espace vectoriel E. On le note dim de E. Alors je dis une petite remarque importante. Nous, dans notre cursus et pour le niveau auquel on va se placer, moi mon focus c'est licence 1, licence 2 MPSI. Plus tard peut-être que j'irai plus loin. Pour ce niveau-là, on reste sur les espaces vectoriels de dimension finie. Et vraiment, il y a déjà énormément de sujets à traiter et beaucoup de fun, entre guillemets. Une petite proposition sur les familles génératrices. Si on a une surfamille d'une famille génératrice, alors on a encore une famille génératrice. Alors, surfamille, je vais de suite l'expliciter dans la preuve. En gros, si E est de dimension n, alors on va dire, on considère n vecteurs x1, xn qui constituent une famille génératrice de E. Et bien une surfamille, c'est juste
une famille de P vecteurs x1, xp avec P supérieur à n, où les n premiers vecteurs sont donc x1, xn. C'est juste une famille plus grande en fait de vecteurs, mais qui contient notre famille génératrice. Alors, première remarque, vecte de x1, xn, il est inclus dans vecte de x1, xp. Bon, pourquoi? Vecte de x1, xp, c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient la famille x1, xp. Il contient en particulier la famille x1, xn. Mais le plus petit sous-espace vectoriel contenant la famille x1, xn, c'est vecte de x1, xn. D'où l'inclusion. Enfin, dans tous les cas, en tant que sous-espace vectoriel de E, vecte de x1, xp est inclus dans E. Alors, puisque E est égal à vecte de x1, xn, on a que E est aussi inclus dans vecte de x1, xp. Et donc, cette double inclusion fait que E coïncide avec vecte de x1, xp, et donc x1, xp, en tant que surfamille, constitue quand même encore une famille génératrice pour l'espace vectoriel E. Alors là, on a beaucoup parlé des familles génératrices, maintenant on va parler d'une autre propriété sur une famille de vecteurs, à savoir la notion de famille liée. Donc, une famille liée, qu'est-ce que c'est? C'est une famille de n vecteurs de E qui est telle qu'il existe un n-uplet lambda 1, lambda n de scalaires, où les scalaires sont non tous nuls, et donc qui est telle que la combinaison linéaire lambda 1 x1 plus 3 petits points plus lambda n xn est égale à l'élément nul. Donc non tous nuls, ça signifie par exemple qu'on peut avoir juste deux scalaires sur n qui sont différents de 0. Mais ça ne peut jamais être le n-uplet de scalaire 0, 0, 0. Alors ça c'est la définition d'une famille liée. Et je vous donne un petit exemple, finalement vous avez déjà vu il y a longtemps au lycée en géométrie en parlant de vecteurs collinaires. Finalement, lorsque vous parliez de deux vecteurs collinaires, sans le vouloir, il aurait fallu formuler autrement, mais vous parliez de deux vecteurs qui constituaient une famille de vecteurs liés. Alors je vous donne l'exemple ici, on a u et v de deux vecteurs de R2 collinaires, donc on a un scalaire lambda qui est tel que u par exemple égale lambda v, et notre but c'est de l'écrire en une combinaison linéaire qui coïncide avec l'élément nul. Donc on fait quoi? On pose alpha égale 1, bêta égale moins lambda, et on a alpha u plus bêta v qui est bien égal à l'élément nul de R2. Donc la famille est liée. Et à l'inverse, comme je vous dis, et ça c'est vraiment un mini exo, mais ça vous permet un peu de manipuler la notion, vous pouvez voir que si deux vecteurs constituent une famille liée, alors ils sont collinaires. Je dis exercice facile, rien n'est facile et rien n'est évident, mais il est clair que par rapport à d'autres exos, c'est pas forcément le plus difficile. Nouvelle propriété, on a parlé de famille génératrice, on a parlé de famille liée, on va parler de famille libre. Qu'est-ce qu'une famille libre? C'est une famille de n vecteurs qui est telle que si on a une combinaison linéaire en les vecteurs x1, xn qui coïncide avec l'élément nul, alors l'unique solution à cela est le n-uplet de scalaire 0, 0, 0, 0. Donc là, on a vu déjà trois propriétés importantes sur les familles de vecteurs. C'est des choses qu'il va vous être souvent demandé de vérifier en exercice, et je vais faire en sorte de vous montrer des petits cas pratiques plus manuscrits où je réfléchirai en même temps avec vous pour montrer un peu les idées, comment aller chercher des fois les solutions un peu tordues, et on va un peu s'amuser ensemble à vérifier toutes ces propriétés sur les vecteurs. Une autre formulation pour la notion de famille libre, on peut dire aussi qu'elle est linéairement indépendante. Vous verrez souvent ce terme employé potentiellement dans vos énoncés, dans un devoir, donc ayez l'habitude d'entendre les deux termes et de savoir qu'ils signifient la même chose pour ne pas être perdu en examen. Dernière définition très importante, c'est une notion essentielle qui va être utilisée pendant très longtemps, de nombreuses années, c'est la notion de base. Une base, c'est une famille de n vecteurs qui est à la fois génératrice et libre.
Donc, vous voyez déjà que quand on vous demandera de vérifier qu'une famille de vecteurs est une base, avec les outils actuels, il faudra quand même vérifier deux assertions. Et je vais vous montrer que ça, des fois, dès qu'il y a 3-4 vecteurs, on peut arriver à pas mal de résolutions de systèmes linéaires et un peu de fun, quoi. Un petit exemple de base, on va se placer dans l'espace vectoriel R2 et on considère vraiment les vecteurs classiques limite du repère orthonormé que vous avez toujours vu, donc 1, 0 et 0, 1. Ces vecteurs forment une base. Pour montrer ça, il faut donc montrer deux points, générateur et libre. Alors, famille génératrice, si on a un vecteur xy de R2, on peut décomposer. On peut dire que xy, c'est x fois 1, 0 plus y fois 0, 1. Et donc, on vient de vérifier que n'importe quel vecteur de R2 s'écrit comme combinaison linéaire en les vecteurs E1 et E2. Donc, c'est une famille génératrice. Libre. On suppose qu'on a donc une combinaison linéaire en les vecteurs E1 et E2 qui coïncident avec l'élément nul. Et on voit immédiatement que ça signifie que nos scalaires alpha et bêta doivent être égaux à 0. Et donc la famille est bien libre. Alors, ici l'exemple, il est bateau, mais ça va donner une idée de la façon dont on va devoir vérifier pour une famille de vecteurs donnés comment elle peut être génératrice et comment elle peut être libre. Alors ici, c'était très facile à résoudre parce que les vecteurs sont simples, mais si je remplace les vecteurs E1 par exemple 1, 2 et E2, je sais pas moi par exemple par 0, moins 1, vous allez voir en fait que là, il y aura un petit système linéaire à résoudre. Et s'il y a 3 coordonnées, ça devient encore plus amusant. Donc on va s'arrêter là-dessus. Il y a pas mal de petites notions. Je vous conseille de les relire, de bien les ingérer avec ces petits exemples que je vous ai donnés. Et je vais essayer de faire en sorte de transmettre des ressources en vidéo, des petites résolutions d'exercices pour que vous ayez les cas pratiques et en tête un petit peu les procédés pour approcher ce genre de sujet. Pour la suite, je vais aborder la notion de cas algèbre unitaire et associative. Ça va un petit peu au-delà de l'espace vectoriel, c'est pas au programme, mais ça va servir juste un petit peu à l'image de la connaissance des groupes, corps et anneaux, à comprendre deux espaces importants dont j'aimerais parler qui sont fondamentaux, à savoir l'espace des matrices, l'espace des polynômes. Et pour finir, j'introduirai la notion d'application linéaire, parce que c'est un petit peu à ce moment-là qu'on commence vraiment à s'amuser avec l'algèbre linéaire. Je vais mettre ce cours en ressources libres comme les autres sur mon drive, et je vous dis à bientôt pour la suite.